Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui pourrait bien tout changer. Et si nos données arrêtaient d'être passives pour devenir intelligentes et autonomes? C'est le principe d'une nouvelle architecture qui s'annonce vraiment révolutionnaire. La question paraît simple, mais en réalité, elle est immense. Pensez-y une seconde. Fini d'avoir à constamment organiser, nettoyer, sécuriser les données. Imaginez qu'elles puissent s'en occuper toutes seules. Eh bien, c'est précisément la promesse de l'architecture qu'on va explorer ensemble. Voilà le plan. Alors oui, ce schéma peut avoir l'air un peu intimidant au premier coup d'œil, mais en fait, c'est comme une carte. On va la suivre pas à pas, en commençant par le commencement, par les fondations, pour voir comment toutes les pièces de ce grand puzzle s'emboîtent. Allez, on se lance. Et comme pour n'importe quelle construction, tout part de la base. Cette première couche, c'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va reposer. Et la première chose à bien comprendre, c'est que cette approche est super pragmatique. L'idée, ce n'est pas de tout jeter et de tout recommencer à zéro. Pas du tout. Au contraire, le système vient se greffer intelligemment sur ce qui existe déjà, sur les sources de données et les plateformes qu'on utilise au quotidien. Donc, cette fondation, elle s'appuie sur trois grands piliers. Il a d'abord les pipelines. Pensez à ça comme la plomberie qui fait circuler l'information. Ensuite, le stockage des données, les fameux lakehouses, qui sont en quelque sorte les immenses réservoirs. Et enfin, les plateformes d'IA, qui sont les usines où cette matière première est transformée en produits finis et utiles. Bon, les fondations sont posées. Maintenant, on monte d'un étage pour aller voir la pièce maîtresse, le cœur du réacteur. Si la base était le corps, alors ce qu'on va voir maintenant, c'est clairement le cerveau intelligent du système. Pour qu'un système soit intelligent, il faut d'abord qu'il soit fiable. C'est logique. Et c'est justement le rôle de cette première couche du cerveau, la gouvernance. Il faut la voir un peu comme le chef de la sécurité, celui qui garantit la qualité et qui contrôle tout ce qui entre et sort. Très concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle gère qui a le droit de faire quoi, elle valide les différentes étapes des processus et elle garde une trace de absolument tout. C'est ce qui permet d'être certain que les données sont non seulement accessibles, mais surtout fiables et bien protégées. D'accord, on a les règles du jeu. Maintenant, il faut prendre des décisions. On arrive au centre névralgique, le véritable poste de pilotage. C'est ici que l'intelligence du système entre vraiment en action. Ce moteur de raisonnement, il n'exécute pas juste des ordres bêtement, non. Il analyse la situation, il utilise ce qu'il a appris par le passé, il a une mémoire, et il applique les règles pour décider de la meilleure chose à faire. Le but, s'assurer que tout tourne comme une horloge. Une décision, c'est bien. Une action, c'est mieux. Et c'est là qu'arrive la dernière couche de notre trio intelligent, l'automatisation. C'est elle qui va transformer les ordres du cerveau en actions bien réelles sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils font, ces agents? Eh bien, ce sont les petites mains infatigables du système. Ils ne dorment jamais. Ils vérifient la qualité des données en continu. Ils remontent leurs traces pour savoir d'où elles viennent. Ils s'assurent que les flux sont sains. Ils analysent les nouvelles infos. Bref, ils font tout le travail de fond pour que tout soit impeccable. Et voilà, la boucle est bouclée. Gouverner, décider, automatiser. Ces trois couches forment un cercle vertueux parfait. L'une fixe les règles, l'autre choisit la stratégie et la dernière exécute le plan. C'est la recette magique pour un système qui se gère tout seul. Toute cette technologie, c'est génial, mais ça ne servirait à rien si c'était une boîte noire inaccessible. C'est pourquoi la toute dernière couche de l'architecture est cruciale. C'est l'interface avec nous les humains. C'est ce qui rend toute cette puissance simple à utiliser. Il y a donc trois portes d'entrée principales. On peut dialoguer avec le système en langage de tous les jours via une sorte de carnet de notes intelligent. On peut aussi recevoir des alertes et valider des actions directement dans nos outils habituels, comme Slack ou nos emails. Et enfin, on peut utiliser des agents spécialisés, voire en créer sur mesure. Et ça, c'est peut-être le bénéfice le plus concret au quotidien. Fini de passer sa journée à jongler entre 10 applications différentes. L'information et l'action viennent à nous là où on travaille déjà. C'est un gain de temps et de concentration qui est juste énorme. Ok, on a vu toutes les pièces. Maintenant, pour finir, prenons un peu de recul. Parce que ce qu'on vient de voir, ce n'est pas juste une petite amélioration technique. C'est un vrai changement de philosophie dans notre manière de gérer les données. Le contraste est vraiment frappant. On passe d'un monde où on devait constamment poser des questions au système, réparer les problèmes après coup, un monde très réactif. Et on arrive dans un monde où le système anticipe, s'autocorrige et collabore avec nous. On passe du réactif au proactif. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. Le but ultime, c'est de créer un écosystème de données qui se débrouille tout seul. Un système qui s'occupe de toute la logistique pour que les humains puissent enfin se concentrer sur ce qui a une vraie valeur, la stratégie, l'innovation, la créativité. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fascinante pour le futur.
Si les systèmes gèrent toute la mécanique des données, quel devient notre rôle? Eh bien, peut-être qu'il devient plus stratégique, poser de meilleures questions, définir des objectifs plus audacieux. On est sûrement à l'aube d'une nouvelle ère de collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir suivis.